Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture et lecture du Trône de Fer, ou A Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve toujours avec Guillaume. Heureusement que je suis toujours là. Hein. C'est une habitude. Tu te verrais faire le podcast tout seul ? Pas du tout. Et donc, on se retrouve pour le chapitre 28, soit le 5e chapitre de Kathleen. Je suppose que c'est le moment où je fais mon résumé. Exactement. Ok. Donc, dans ce chapitre, on retrouve Kathleen, donc qui a quitté Port-Réal depuis maintenant 15 jours, et elle est sur le chemin du retour pour Winterfell via la route royale. Kathleen est particulièrement tendue du fait qu'elle tient à ce que son identité reste secrète, et nombreux sont les chevaliers pouvant la croiser sur la route royale dans le sens inverse en se rendant à la capitale pour le tournoi. Ser Rodrik et elle décident de se reposer à l'auberge du Carrefour, tenue par une Masha Edel, et nombreux sont les hommes d'armes des maisons vassales des Tully fréquentant l'auberge, mais elle ne craint rien, aucun d'entre eux n'est en âge de la reconnaître. Mais malheureusement, Kathleen avait bien raison de s'inquiéter, car à sa grande surprise, Tyrion Lannister, revenant du mur, fait irruption dans l'auberge et reconnaît Kathleen, révélant son identité aux yeux de tous. Donc dans la panique, Kathleen compte bien faire payer le présumé coupable de la tentative d'assassinat de Bran, en ralliant à elle les guerriers bannerets des Tully, et en ordonnant l'arrestation de Tyrion pour qu'il réponde face à la justice du roi à Winterfell. Eh bien. Tes résumés sont de mieux... franchement, je suis impressionné. Génial, celui-là. Comme celui du chapitre précédent. Ça fait plaisir. Ok. Alors, c'est parti. On commence la discussion autour de ce chapitre. Donc, il débute dans le sud des Sept Couronnes, où l'on suit Catelyn Stark et Rodrik Cassel se rendant dans le nord. Alors, tu peux rappeler juste, Guillaume, qui est Rodrik Cassel ? C'est le maître d'armes de Winterfell. Catelyn, même s'il pleut à petites gouttelettes, est assez heureuse de se retrouver à nouveau dans le sud. Cela lui rappelle son enfance à Vivzeg, la terre de Tully, avec son frère Edmure, sa sœur Lysa et Littlefinger, qui est à présent son ami. Elle lui dit qu'elle retrouvait un ami en Littlefinger. Ouais, bon. Pas convaincu. Moi, je suis pas convaincu. Hein. Les deux voyageurs étant trempés, ils rêvent de feu et d'un repas chaud. Catelyn se rappelle d'une auberge située à un carrefour où elle avait couché plusieurs fois dans son enfance en compagnie de son père. Alors, je sais pas si regarder au niveau de la carte où il se trouvait à peu près. Ouais. En gros, ça s'appelle le carrefour parce que c'est au croisement de différents chemins. Ouais. Soit pour aller à Vivzeg à l'ouest, soit au nord tout droit pour aller à Winterfell, soit à l'est pour aller aux Airiers. C'est ça. Et ça se situe aussi en fait au niveau du carrefour du Trident, là où le Trident se sépare en trois feuves, Bleu Furc, Vert Furc et la rue Furc. Ouais, ça j'ai du mal à retenir à chaque fois, je t'avoue que... Bah, c'est juste au niveau... Alors, ouais, j'ai la carte. On peut reprendre la carte là. Donc tu vois, là, y a le Trident, et donc là il se sépare en... voilà. Ouais, il s'appelle Trident parce que ouais, il se sépare en trois du coup. Ouais. Ok. Donc trois feuves, Bleu Furc, Rue Furc et Vert Furc. D'accord. Elle se rappelle même de la gérante de cette auberge, Masha Edel. Rodrik Cassel se demande si cette idée est bien sûre, car les deux doivent rester incognito, et une auberge n'est pas le lieu idéal pour cela. Ça va lui donner raison en fin de chapitre, hein. C'est marrant ça, l'auberge du Carrefour, justement, ça va être un carrefour, justement, pour Catelyn à la fin de ce chapitre, hein, avec Tyrion. Soudain, des bruits de cavaliers viennent les interrompre dans leur réflexion. Une horde de cavaliers brandissant la bannière Mallister passe près d'eux. Donc alors, on a déjà parlé des Mallister dans ce podcast, Guillaume. Tu te rappelles pour quelle occasion ? Alors, il y a plusieurs trucs. Il y a dans le prélude, là, ils avaient volé sur la terre des Mallister certains, genre Will ou Garrett, je sais plus. Will. Et il me semble qu'il y a un membre de la garde de nuit qui soit à Tour Ombrageuse ou à Fort-le-Vent, je sais plus, qui a un Mallister, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, bon, ça, on ne sait pas encore. C'est dommage. Ça, c'est quelque chose, bon, que tu sais déjà, mais en fait... Si, on sait qu'il y a un Mallister qui a... Il y a un certain Denis Mallister, qui est membre de la garde de nuit.
Mais on sait pas s'il est à Tour-Ombreuse ou à Fort-Levant. Parce qu'à Fort-Levant, le commandant, c'est Cotter Pike. Et on sait pas si Denis Malister est le commandant de Tour-Ombreuse. On sait juste qu'il y avait des Malister qui avaient fait transmettre des informations depuis... Ouais, que Denis Malister, justement, c'est lui. Ouais. En fait, il a prévenu que les gens des montagnes fuyaient. Ouais. Et ils ont pourvu... Enfin, ils résident à Salvemer, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, les Malister, c'est des vassaux des Tully. Comme tu viens de le dire, Guillaume, c'est des seigneurs de Salvemer. Et Sir Roderick demande à Catelyn de rabattre son capuchon pour ne pas être reconnu. Car Lord Jason Malister et son fils Patrick faisaient partie de ses cavaliers. Et bon, je suis content parce qu'enfin, je sais que je te saoule un peu depuis le début du podcast et tout à te faire rappeler tous les personnes qui font partie des différentes maisons, que ce soit les personnages, les seigneurs ou leurs fils, mais c'est parce que je savais qu'ils allaient apparaître à un moment ou un autre et qu'il faut s'en souvenir parce que ces personnages peuvent être importants. Donc il y qu'il y a énormément de maisons. Disons, on voit à peu près dans ce chapitre et tout. Ce chapitre nous sert vachement à présenter en fait les Tully et leurs différents vassaux, et on voit qu'il y a beaucoup de personnages. Sachant que là, on a découvert que les maisons, mais on n'a pas découvert les personnes qui en faisaient partie, quoi. Donc, au fur et à mesure de l'histoire, il va y avoir de plus en plus de personnages, et si dès le début, on fait pas preuve d'un minimum d'investissement et d'une certaine rigueur, après ça deviendra trop compliqué. Donc, heureusement qu'on vous écoutez le podcast pour avoir certaine rigueur. Donc, comme j'ai dit, Jason Malister et son fils Patrick, donc ces deux-là, ils apparaissent dans les appendices, hein, on les connaît. Ils sont partis ses cavaliers. Et Catelyn savait qu'ils se rendaient à Port-Réal pour le tournoi de la main. La dernière fois qu'elle avait vu Lord Jason Malister, c'était lors de son mariage. Alors, Guillaume, est-ce que tu te rappelles à peu près quand c'était le mariage de Catelyn? C'était... Ça devait être genre il y a 15 ans, un truc comme ça. Yes, il y a 15 ans, ouais. À Vizeg. Et lors de ce mariage, Jason Malister avait été bien généreux avec elle, c'est ce qu'elle nous dit. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'il l'a pas vue. Hein. Après, même après 15 ans et tout, tu peux te souvenir des traits, surtout si c'est la fille de ton suzerain, mais bon, faut jamais être trop prudent. Après, les cheveux roux, peut-être que ça interpelle... Ouais, exact. Mais Lord Jason Malister, ainsi que son fils Patrick, ne les reconnut pas, heureusement. Et ils décidèrent alors de rejoindre la fameuse auberge. Masha Idle les accueillit, mais moins chaleureusement que dans les souvenirs de Catelyn. C'est vrai que je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais en tout cas, quand elle venait avec son père, Lord Ostertully. Un bonbon, un truc comme ça. Ouais. Bah après, forcément, elle savait que c'était une Tully, elle allait... Surtout la fille de... Ouais. Elle allait faire attention. Là, je pense que ça se trouve, c'est juste parce que c'est une anonyme. Ouais, c'est ça. Et même quand elle voit Tyrion Lannister qui est prêt à lâcher des thunes, tout d'un coup, tout ce qu'il vous faudra, tu vois. C'est ça. Avec les membres de la haute, on fait un peu plus attention, quoi. Et par contre, les pecnos et tout, eux, ils peuvent dormir dans les écuries. Ouais. Elle songeait, Catelyn, à partir vers Vizeg, à l'ouest du carrefour, demander conseil à son père, mais on apprend que depuis près de 2 ans, la santé de Lord Ostertully ne lui permettait en fait que de rester au lit. De même, à l'est se trouvait la route vers les Eyriers, où se trouvait sa sœur Lysa, qui connaissait sûrement ce qui ferait tomber les Lannister. Donc toi, ta théorie, Guillaume, dans le précédent chapitre, ce qu'on avait dit, c'est que en gros, Geoffrey ne serait pas l'héritier légitime de Robert, que justement c'est pour ça que Jon Arryn a fait ses recherches au niveau des bâtards de Robert, et que peut-être que justement Lysa Arryn est au courant, et c'est pour ça qu'elle a envoyé la lettre disant que les Lannister ont fait tuer Jon Arryn. Ouais. Donc peut-être que justement Lysa connaît ce secret, et à ce moment-là, que Catelyn la rejoigne, ça serait une bonne chose. Le problème, c'est que le chemin pour y aller est juché d'embûches, que ce soit des animaux de la géographie, donc on parle de lynx, d'avalanches de pierres, et surtout de clans de la montagne que même Jon Arryn n'osait pas trop affronter. Non, sa route à elle était celle de Winterfell, mais surtout aussi que, ce qu'on oublie, c'est que Catelyn, elle doit transmettre des messages, hein. Elle doit transmettre des messages, tu sais, Ned, il l'a chargé d'une mission, c'est d'aller renforcer Maud Catelyn. Oui, de demander à ce que Glover et je sais plus qui,
Galbart Glover et Elemental Art envoient 100 archers chacun pour renforcer Maud Catelyn. Mais Kaelin, je crois, il y a pas de T. Y a pas de T? Il y a pas de T, mec. En fait, tu le dis depuis le début, à chaque fois, je dis rien, mais... Ah ouais, putain. Ah ouais, non, mais t'as raison, hein. Maud Catelyn, ouais, pardon. Je sais pas pourquoi, mais genre, peut-être que j'avais lu une fois et depuis ça me restait. Je pense que c'est Kathleen, t'as mélangé. Et ouais, donc elle doit leur transmettre ses messages, faut pas oublier, hein. Donc elle peut pas se permettre de faire des détours, là. Il faut aussi transmettre le message pour Blancport, oui. Renforcer Blancport c'est ça, pour les Manderly. C'est ça, faut transmettre un message aux Manderly, donc les seigneurs de Blancport qui renforcent leur flotte maritime. Après, on sait pas si c'est elle qui doit, je pense pas que c'est elle qui va charger directement ou si elle envoie des messages. Ça se trouve qu'elle a envoyé des gens envoyer ces messages. Ouais. Ça m'étonnerait qu'elle fasse le détour jusqu'à Blancport, nous aussi. Ouais. Quoi qu'elle y est passée, pendant l'allée. Ouais, mais là, elle prend la route royale. Mais bon, en tout cas, oui, on n'a pas plus d'informations, en tout cas, sur les messages que Catelyn devait transmettre. Catelyn, regardant le paysage, se met alors à penser aux différents châteaux et seigneurs d'Iré. Catelyn, en regardant le paysage, se met alors à penser aux châteaux et aux seigneurs riverains du Trident, vassaux des Tully. Donc là, on a de la vraie exposition, hein, la vraie pure et dure exposition. Donc on commence par les Blackwood. Alors les Blackwood, c'est un peu comme il y a différents termes qui n'ont pas été traduits de l'anglais en fait. Typiquement, on avait dit River Run. Oui. Je crois que c'était dans le prélude du premier chapitre, bref, ou dans le chapitre de Catelyn. Alors qu'en fait, c'est traduit comme étant Vivzec par la suite du roman. On avait cité un autre la dernière fois. Corinne Halfend. Voilà, Corinne Halfend. Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore, mais c'est Corinne Mimin dans les romans, dans la série. Bon, ils ont pas traduit Halfend par Mimin encore, mais ça va arriver par la suite. Et là, pareil, c'est la même chose. En fait, les Blackwood, en français, ça va être traduit par les Nerbosques. Ah, ok, d'accord, ok. Voilà. Donc, on a les Nerbosques avec donc ça on le prend de l'appendice avec Guillaume, hein. Titos Nerbosque. Donc t'as pas regardé l'appendice sur ça? Non, je me suis gardé les. Comment dire qu'on n'a pas la flemme. Donc sire de Corneilla. C'est ça, sire de Corneilla. Est-ce que t'as regardé du coup je suppose que t'as pas regardé au niveau de la carte où était Corneilla. Allez, c'est là où il y a la gadoue là. C'est ça. Franchement le terrain des Tully il fait tiep, que des trucs que des marécages et tout. Ouais, c'est ça. En fait, les Tully sont au sud du Neck. Alors ils sont pas dans la région marécageuse, hein, parce que la région marécageuse c'est vraiment le Neck. Eux ils sont c'est la région la plus au sud du Neck en fait. Alors, je crois que sur la carte, Corneilla n'apparaît pas. Je peux me tromper, mais je crois pas. Alors, on voit Salvamer sur la carte, hein. Oui, je me souviens, c'était là, voilà. Mais on voit pas Corneilla, en tout cas. Ouais, c'était vraiment pratique que tu me demandes d'aller regarder la carte. Et, ouais, ok, là, tu triches, d'habitude, t'es le premier à... Mais en tout cas, voilà. Il m'a spoilé l'endroit, quoi. Mais en tout cas, voilà, Corneilla, ça se trouve au niveau... Dans les conflans. Ouais, dans les conflans. Et les Bracken, en second. Donc, est-ce que tu peux me dire qui est le seigneur des Bracken? Bien sûr que je peux. C'est Jonas Bracken. Ouais. Sire de Aille-Pierre. Ouais. Donc, pareil, Aille-Pierre, je pense pas que ça apparaisse sur la carte. Je peux me tromper, mais tu peux vérifier, Guillaume. Il y a Vieille-Pierre. Non, Vieille-Pierre, c'est autre chose. C'est autre chose, putain. Et... Bon, moi, je vois pas. Ok, donc Aille-Pierre, ça apparaît pas sur la carte, mais pareil, ça se trouve dans les conflans, hein. Parce que de toute façon, Catelyn, elle le dit, hein. C'est tous les seigneurs qui sont riverains du Trident. Je me doute que c'est pas Adorn. Mais en tout cas, ce qu'on apprend, c'est que les Nerbosques et les Bracken se détestent cordialement. On sait pas la raison, mais en tout cas, ces deux maisons se détestent, même s'ils font partie tous les deux, enfin, même s'ils sont tous les deux vassaux des Tully, hein. Alors on a aussi, Catelyn nous présente aussi Sheila Went, qui apparaît comme étant la dernière de la lignée des Went, et du coup, elle, c'est la dame de Harrenhal. Ouais. Lord de Frey, qui avait survécu, on nous dit, à 7 femmes, et comptait de nombreux enfants.
survécu à cette femme, il a pas survécu, il les a juste butés, genre. Genre, tu sais, non, quand tu dis tu survis à ta femme, c'est genre, elle est morte d'une mort un peu naturelle. On sait dans le chapitre qu'il a 90 ans. Bah, ouais. Bah, que ça se trouve, il a vraiment, Non, il a dit, c'est marqué qu'il avait tué cette, Non. Ah, si, hein, il y a marqué l'irascible Lord Frey qui avait tué cette femme sous lui. Oui, qui avait tué cette femme sous lui. Non, mais c'est-à-dire que cette femme était morte pendant qu'il était marié, tu vois, pendant sa vie, en fait. Il les a tués, point barre. Ça va te dire. Mais si, c'est dit. Non. Qui avait tué cette femme. Oui, mais en fait, c'est la traduction française qui fait dire ça. Machin, ça veut dire que, en fait, il avait eu cette femme, mais que, il avait il avait vécu, après chacune de ses femmes, quoi. Ah, mais tu veux voir, hein. Il les a juste tués parce qu'il en avait marre. Si on regarde, je vais le regarder, mais je cherche c'est ça. Voilà, tu vois. Putain, mais toi, tu connais même la traduction. Bah, il a survécu à 7 de ces femmes, ouais. Voilà. On a vérifié justement dans la traduction anglaise, le texte original, en fait. Putain, mais vas-y, mais là, on est à la limite du fanatisme, là, tu sais, à la limite vérifier les saintes écritures, c'est abusé. Ouais. En fait, ça, si c'est pas de la dédication, les gars, Donc, dans le texte français, c'est justement ce que Guillaume avait dit. Tu peux répéter exactement la phrase exacte? Bah, dans le texte traduit par Jean Sola, l'irascible Lord Frey qui avait tué cette femme sous lui. Bon, là, clairement, en français, ça laisse pas trop de doute, quoi. Donc, voilà. Il les a tués. Donc, on pense qu'il a tué, mais en fait, c'est pas ça. C'est que dans le texte original, en fait, la phrase c'est Lord Frey who outlived 7 wives. Donc, en fait, ça veut dire qu'il a survécu, en fait, à cette femme. Et vous admirez, et j'espère que vous avez profité de l'accent si doux de Ilan. Donc ouais, bon bah comme tu dis, après peut-être qu'il les a tués, mais ça on n'en sait rien. C'est vrai que bon, cette femme, c'est vraiment pas de chance ici. Sachant qu'en plus on sait qu'il va se remarier prochainement là. Mince, elle a glissé. Soit comme tu le dis, soit il les a tués, peut-être, hein, moi je dis pas, ou soit il est vraiment malchanceux avec ses femmes. C'est-à-dire que moi je suis la 8e femme, j'arriverais pas trop en confiance là-bas, quoi. Ouais, c'est vraiment le coup de genre, elle s'est suicidée de 7 coups dans le dos, 7 coups de couteau dans le dos. Elles sont mortes comment? T'inquiète. Genre, j'imagine trop t'inquiète. Et donc, Lord Frey comptait de nombreux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, sans compter les bâtards et les petits bâtards. Là, je pense à un truc dont tu me parlais depuis longtemps, c'est l'arbre généalogique que tu redoutes le plus. À celui-là, ouais. Il est vénère. Donc, Lord Frey, il a la carte famille nombreuse, quoi. Elle se demande si toutes ces maisons répondraient à l'appel du ban en cas de guerre, car bien que étant vassaux des Tully, les Dari, les Rhaegar ou les Mouton avaient choisi de se battre sous la barrière targaryenne lors de la rébellion de Robert. Donc les Dari, on en a déjà parlé. Ouais. Parce que c'est là où... alors vous savez, après l'incident du trident entre Arya, Cersei et Joffrey, il y avait une sorte de procès par Robert. Et ça s'était tenu dans justement la résidence des Dari. Ils étaient accueillis par Sir Raymond Dari, qui les avait accueillis d'ailleurs d'une façon non chaleureuse, surtout Robert, parce que ses frères étaient morts lors de la bataille du Trident, mais ils étaient tous dans le camp Targaryen en fait. Et ça c'est aussi confirmé dans ce chapitre. Ouais. Les Rhaegar, pour l'instant on n'a pas parlé, mais on a un Rhaegar qui apparaît dans les appendices. Rhaegar. Bah du coup c'est pas dans... je sais pas. Ah, c'est Robin Rhaegar, capitaine de la garde... de Lord Oster Tully. D'accord, ok. Il a pas peur. Hein. Bah, les Rhaegar, en soi, de base, sont vassals de la maison Tully. Ouais. Juste que lors de la rébellion de Robert, bon, ils ont choisi de se battre sous la barrière Targaryen, les rois légitimes. Mais, on a un personnage qui s'appelle Robin Rhaegar, qui est le capitaine de la garde, et tout comme Jorah Cassel est le capitaine de la garde de Ned Stark. Et les Mouton, où là on n'en a pas entendu parler depuis le début de l'histoire et qui n'apparaissent pas dans les appendices.
Oui, ils apparaissent même pas dans la liste des maisons vassales. Non, bah c'est. Alors il faut se dire que les appendices, Guillaume, c'est des informations qui peuvent être importantes, mais qui ne sont pas exhaustives. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'autres maisons vassales qui n'apparaissent pas dans les appendices. Hein. Typiquement au niveau des Stark, il n'y a pas du tout que les maisons vassales qui apparaissent dans les appendices qui sont. Enfin, il n'y a pas que ces maisons vassales, quoi. Ouais. Mais c'est comme pour toutes les maisons en fait. Hein. Bah typiquement, regarde par exemple ce qu'on vient de voir là avec les Nerbosques et Corneilla. Ok, les Nerbosques apparaissent dans l'appendice, mais Corneilla n'apparaît pas sur la carte. Ouais. Donc typiquement, il y a d'autres lieux qui apparaissent par exemple sur la carte, mais dont on ne connaît pas les seigneurs. Et surtout, Lord Frey, lui, était venu remplir l'armée seulement après les batailles. Et depuis Lord Ostertully, surnommé Lord Walter Frey, Lord Tardif Frey. Forcément, quand t'arrives après la bataille, c'est un peu facile. Du coup, ça me donne quelques informations sur Lord Walder, c'est que ça doit être quelqu'un de pas très très fiable. Ouais, tu te doutes que bon, il a fait acte de présence, quoi. Acte de présence, oui. Acte d'absence. Lorsque la cloche du dîner retentit dans l'auberge, Kathleen et Roderick Cassel décidèrent de se faire passer pour fille et père. Et c'est là qu'on comprend, quand on a regardé la série, que Kathleen, son âge, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que Kathleen, dans la série, ils l'ont vieilli d'une telle façon que il y a des choses dans si on lit le roman, c'est totalement incohérent. Parce que quand on voit la série, Kathleen et Roderick Cassel, ils ont le même âge. Voire même Kathleen paraît peut-être un peu plus vieille aussi, hein. Ah, t'abuses. Franchement. Roderick Cassel, il a les cheveux tout blancs, wesh. Ouais, mais c'est une teinture, ça. Il a des favoris, je suis d'accord, il a des cheveux blancs et tout, mais bon, on comprend que c'est pas ses cheveux naturels. Kathleen, franchement, franchement, tu peux dire qu'elle est plus vieille que Roderick Cassel dans la série, hein. C'est possible, en tout cas. C'est vrai que je lui donne une bonne cinquantaine, hein. C'est ça. Roderick Cassel, pas, franchement, peut-être qu'il a, alors que là, tu vois, s'il passe pour fille et père, c'est vraiment Kathleen dans les livres, en tout cas, elle est jeune. C'est vraiment une jeune femme, elle a la trentaine. Je crois qu'elle est un peu plus jeune que Ned, donc elle doit avoir 32, 33 ans, quelque chose comme ça. Ouais, l'actrice, elle avait 50 ans, quoi. En 2010-2011. Bah là, elle a 57 ans, donc... ouais, elle avait 47 ans, quelque chose comme ça, ouais. 48 ans, ou un truc comme ça, ouais. Ah ouais. Mais bon, et du coup, forcément, quand on lit le livre, en fait, ça rend incohérent certaines choses, parce que on comprend pourquoi ils ont vieilli les acteurs, c'est-à-dire que la scène de Daenerys où elle couche avec Khal Drogo, là, ouais, elle avait 13 ans, quand elle se faisait prendre dans levrette de manière forcée. Donc c'était un peu compliqué de montrer ça à l'écran. C'était dead. Et ce qui fait qu'ils ont grandi tous les enfants Stark par exemple, on l'avait déjà évoqué ça quand on a fait la présentation, mais ils sont vieillis de 4-5 ans dans la série, quelque chose comme ça, voire un peu plus même. Même Sean Bean, il est pas tout jeune. Hein. Oui, c'est ça, Sean Bean alors Sean Bean c'est l'acteur qui joue Ned Stark. Dans les livres, on sait qu'il a 34 ou 35 ans. Dans la série, il fait 45 ans, 50 ans, quoi. Ouais, franchement, ouais. L'auberge du Carrefour était, selon Kathleen, mais aussi de ce que l'on voit dans le chapitre, un lieu où pouvaient se réunir tous les corps de métier de Westeros. Alors, tu sais, on nous dit forgerons, les pêcheurs, parce que forcément, ils sont à côté de la mer. Il y a, je sais plus quel corps de métier qui apparaissent aussi, mais bref. Voilà, quoi. C'est un peu pour toute la population de Westeros, mais aussi des personnes de toute classe sociale. L'assistance comptait pour Kathleen beaucoup trop d'épées. 3 chevaliers Bracken, dont l'écusson était... est-ce que tu te rappelles de leur écusson de Guillaume? Un étalon. Si ça. Un étalon de gueule. Alors, en fait, la gueule, c'est une sorte de... C'est une couleur rouge, en fait. C'est un étalon rouge. Ok. Un certain nombre de chevaliers frais. Donc, Guillaume, est-ce que tu as noté leur écusson? C'est les tours jumelles. Ouais, des tours jumelles. Et elle se rassura, car en fait, tous ces chevaliers étaient trop jeunes pour pouvoir la reconnaître. Ils s'asseyent dans la salle commune à côté d'un chanteur du nom de Marillon, qui leur pose quelques questions. Kathleen ment en prétextant qu'ils viennent de Port-Réal, et le chanteur leur répond que c'est là sa destination, car il y a toujours beaucoup d'argent à se faire lors de ce tournoi. Enfin, lors de tournois, en fait. Et surtout, ce tournoi, le tournoi de la main, ça a l'air d'un tournoi où, justement, il pourra se faire de la thune. Et lors de l'anniversaire de Geoffrey, il en avait gagné énormément, mais avait tout perdu en misant sur le régicide,
qui a perdu contre ce fameux chevalier des fleurs. Et donc on comprend qu'en fait ce fameux chevalier des fleurs qu'on avait déjà évoqué dans le chapitre précédent, celui qui s'était équipé chez Tobomot. Voilà, en fait c'est Loras Tyrell. Ouais. Donc La en fait, fleur, on aurait pu faire le rapprochement avec l'emblème des Tyrell, qui est une fleur. Je sais plus si c'est une fleur ou c'est une rose, mais en tout cas oui, t'as raison, c'est une fleur. Ouais. Et bah oui, on sait que ça s'appelle au jardin, on sait très bien que c'est quelque chose qui est assez fleuri. T'as raison, on pouvait faire le lien, hein, mais bon, on savait pas que c'était. Marion leur propose alors son art contre quelques pièces, mais Sir Roderick a une aversion sévère envers les rhapsodes. Kathleen lui demande alors s'il est déjà à la Vuseille, et ce dernier répond qu'il y est déjà allé de nombreuses fois, et que le seigneur Edmure Tully le traite comme un frère. Kathleen sait que c'est un mensonge, car Edmure déteste lui aussi les rhapsodes depuis qu'un cithared, en fait un cithared c'est un genre de la cithare. La cithare c'est un instrument à cordes. Et depuis qu'un cithared lui avait volé une fille qu'il convoitait. Donc voilà. Mauvais perdant. Oui. Surtout que maintenant s'il déteste tous les musiciens, ça va être compliqué là-bas. Elle demande aussi à Marion s'il est passé par Winterfell, mais il rétorque qu'il n'a rien à faire là-bas car les Stark ne connaissent comme musique que le hurlement des loups. Et c'est vrai que alors les Stark, on n'a pas l'impression que c'est austère chez eux, parce que je me rappelle très bien, tu sais que lors du banquet, il y avait justement un rhapsode qui était venu, je sais plus exactement. Je me souviens pas, mais en tout cas, bon, c'était bonne ambiance, quoi. Il y avait, il y avait un... Attends, je recherchais, parce que le mot me met dans la tête et tout, mais j'arrive pas à le retrouver. Marion, il me fait penser un peu au personnage de Jaskier dans The Witcher. Tu sais, ouais. Genre, qui gagne un peu de thunes et charmeur et tout, mais qui fait que de la merde. When the mama down. Ouais, c'est ça. En fait, ils disent un chanteur, hein, dans le... Ok. Et, voilà. Donc ça a l'air assez, enfin ça a pas l'air austère Winterfell, donc mais on peut comprendre la réaction de Marion parce que bon, Winterfell c'est froid, les hommes du Nord ça reste des hommes assez durs, assez tu vois Roderick Cassel quoi, le mec c'est bon, le chant c'est bien beau mais un homme doit tenir une épée quoi. Soudain, Tyrion Lannister, accompagné de 2 valets et d'un vieillard de la garde de nuit dont on apprend l'identité plus tard, hein, c'est Yoren. Donc Yoren, on a déjà parlé, hein, et c'est lui qui a accompagné Jon et Tyrion de Winterfell jusqu'au mur. Et alors je sais plus à quel moment je crois que c'est justement il avait accompagné Tyrion à Winterfell, tu sais quand Tyrion a donné la selle à Bran, et c'est même ce Yoren qui a dit à Robb que sûrement Benjen était mort. Ouais. Donc Tyrion apparaît dans l'auberge du carrefour accompagné de ses 3 hommes. Il demande une chambre, mais l'auberge est complète selon Masha. Alors, il sort une pièce d'or qu'un franc-coureur s'empresse d'accepter en échange de sa chambre. Voilà, franchement, c'est l'avantage d'être un Lannister, hein. Moi, tu sais que tu vas bien dormir le soir. Marion propose soudainement à Tyrion d'entonner une chanson sur la victoire de Tywin à Port-Réal, mais c'est, selon le Lutin, ce qui serait le plus susceptible de lui couper l'appétit. Bon, on voit que Tyrion a une sévère aversion envers son père, que même entendre les récits de ses succès, c'est pas quelque chose qui l'enchante. Mais, après avoir répondu à Marion, son regard se tourne vers Catelyn qui le reconnaît. Au nom de Lady Stark, la salle se fige. Masha Idle bafouille même en prononçant son nom. Catelyn fixe la salle et les différentes personnes qui la composent, puis, après un long silence, exhorte les différentes maisons présentes dans cette auberge à clamer leur fidélité au Tuis. D'abord, un homme arborant la chauve-souris noire des Went, puis aux 3 hommes de la maison Bracken. Elle se tourne ensuite vers les Frey et demande des nouvelles de Lord Walder. Un des membres de l'escouade lui répond à Catelyn que Lord Walder compte se remarier le jour de son 90e anniversaire et qu'il convie Lord Oster d'assister aux noces. Donc, 90 ans, le vieux. Alors, je sais pas qui est le plus âgé entre lui et le grand maître Pycelle. Non, je crois que grand maître Pycelle, c'est vraiment un délire. Hein. Mais en tout cas, bon, on comprend qu'il survécu à cette femme, surtout que, bon, l'espérance de vie à cette époque-là devait pas être très longue. Il faut voir l'âge de ces femmes. Hein. Moi, je demande à voir.
Mais bon, ça va être compliqué pour leur Dostor d'assister aux noces, vu qu'on sait qu'il est cloué au lit depuis 2 ans. Hein. Tyrion ne comprenant pas la raison de ceci, Catelyn proclame que le Lannister est venu en hôte dans leur demeure et qu'il y a tramé le meurtre de son fils Bran. Elle ordonne alors à tous de saisir le lutin afin de le ramener à Winterfell. Une douzaine d'épées se soulevèrent alors que Tyrion en fut estomaqué. Et on comprend que Tyrion est estomaqué parce que du coup... Il comprend pas du tout ce qui lui arrive. Ouais. Clairement, Tyrion, pour lui, c'est... Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Déjà qu'il a mal été reçu quand il était à Winterfell, par Robb, et qu'ensuite, maintenant, il croise Catelyn Stark, et que elle l'arrête. Forcément, il se dit que quelque chose ne va pas au niveau des Stark, mais il comprend pas quoi. Donc nous, on sait pourquoi. Hein. C'est parce que Lysa envoie une lettre à Catelyn disant que c'était la Lannister qui avait fomenté la mort de Jon Arryn. Que Littlefinger a dit que le couteau, c'était un couteau qui lui appartenait initialement, mais qu'il l'a perdu face à Tyrion. C'est ça. Donc Catelyn a toutes les raisons d'en vouloir, en tout cas de ce qu'on sait, hein, à Tyrion. Mais nous, ce qu'on doute, c'est que Tyrion n'a rien à voir à faire et du meurtre, de la tentative d'assassinat de Bran et de la mort de Jon Arryn. Donc pour lui, c'est complètement insensé et injuste ce qui lui arrive. Mais voilà, donc mais c'est très dangereux ce qu'a fait Catelyn parce que justement, elle dit que avant de faire tout ça, elle y réfléchit à 2 secondes parce que là, ce qu'elle fait, c'est un acte de guerre. Ça va, elle a paniqué là. C'est un acte pour moi, elle a paniqué. Parce que là, elle l'enlève. Alors, et c'est vrai qu'on a eu cette conversation dans les derniers chapitres, mais Tyrion, officiellement, c'est l'héritier légitime de Casterly Rock, vu que Jaime est engagé dans la garde royale. Alors, Tywin Lannister, le seigneur actuel de Casterly Rock, a 2 fils. Jaime Lannister, qui est engagé dans la garde royale, et donc c'est un serment à vie, donc il n'a plus le droit à Casterly Rock. Et donc tous les terres reviendront à Tyrion. Donc là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enlève l'héritier légitime de Casterly Rock des terres de l'Ouest. Et sachant qu'on sait que c'est la famille la plus riche de Westeros, ça a l'air quand même de se mettre, elle a l'air quand même de se mettre dans un sacré pétrin. Ouais, je pense que ce qu'elle vient de faire là, il y aura des conséquences derrière, des représailles, c'est sûr. Enfin voilà, donc franchement ce chapitre il se finit sur quelque chose d'assez étonnant, qui va nous faire poser plein de questions. On espère que vous avez apprécié ce chapitre, et c'est vrai que là, on a vraiment le sentiment que l'univers s'expand, qu'on commence à connaître les différentes familles de Westeros. Pour l'instant, on a eu une impression justement des conflans et des maisons vassales des Tullies et des seigneurs qui sont proches du Trident en fait. Donc ça nous fait encore plus, ça approfondit encore plus le lore et l'univers du Trône de Fer. Et voilà quoi. Moi personnellement, et je pense que Guillaume aussi, on vous conseille d'être vachement attentif parce que l'univers va s'étendre et si on est largué dès le début, après ça deviendra très compliqué de suivre l'histoire quoi. Ouais. Déjà pour ceux qui avaient déjà du mal à suivre les personnages dans la série, accrochez-vous. Hein. Moi j'étais dans ce cas la première fois. Ouais, ça demande. C'est vrai que j'ai rarement eu l'occasion de lire un livre qui me demandait autant d'investissement en termes d'approfondissement, enfin d'attention. Je sais pas, il faut être attentif quoi. C'est ça, exactement. Enfin voilà. Donc on vous dit à la prochaine pour un chapitre de Sansa. De Sansa. À la prochaine.